En fait, je suis content et vénère. Content parce qu'on va aborder un sujet que j'aime beaucoup. Vénère, parce que l'objet d'aujourd'hui a eu de grosses répercussions sur l'humanité. Bon, bien le bonjour mes amis du 23e siècle. Il y a 2 secondes le mec il était en train de se plaindre et maintenant il pète la forme. Accrochez-vous bien car aujourd'hui on va découvrir un objet qui a eu un impact majeur sur la situation actuelle. On est d'accord que là moi je m'attends à un truc de ouf. Cet objet c'est le bigoudi. Je veux pas faire mon chieur mais il a pas l'air très menaçant le machin. C'est en Suisse que le bigoudi voit le jour, plus particulièrement dans le canton de Fribourg. Tout d'abord revenons un tout petit peu avant sa création. En 2014 en France on associe 4 choses aux Suisses. Le chocolat, les montres, les banques et Roger Federer. Alors, ce monsieur a été l'un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Quoi? Du tennis? Eh oui, ça existait déjà à l'époque. Bien évidemment, visuellement, ce n'était pas la même chose et les règles étaient différentes. Par exemple, avant c'était un sport individuel. Maintenant, on le sait, c'est exclusivement par équipe. Les matchs se jouent tous en un seul set. Le premier arrivé à 6 jeux à gagner. À 5 partout, un shootout de 5 minutes est disputé en guise de jeu décisif. No ad, pas d'avantage. No let au service. 20 secondes entre les points. 45 secondes entre les changements de côté. Une fois par set, le relanceur peut demander un happiness PowerPoint. Le point suivant compte double. Une fois la rencontre terminée, l'équipe gagnante remporte 4 points au championnat. L'équipe perdante remporte 2 points si elle a marqué plus de 20 jeux, 1 point si elle a marqué plus de 10 jeux et 0 point si elle a marqué moins de 10 jeux. Bref, on est tous d'accord pour dire qu'on a très largement simplifié les règles. What the f***, man? Donc à l'époque, le tennis était déjà le sport le plus répandu en France avec le hockey sur glace et le curling. La belle époque. Pour preuve, en 2014, la France a remporté sa très symbolique 10e Coupe Davis face à la Suisse. C'est Gaël Monfils qui nous a offert la victoire, en battant Roger Federer 6-1, 6-4, 6-3. Quoi? Ouais, je sais, avec cette façon de compter, on comprend rien. Après, je ne dis pas non plus que c'était les seuls sports qu'il y avait en France. Il y avait des sports beaucoup plus underground, tels que le football par exemple. Bon, heureusement, ça ne s'est pas développé plus que ça. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où Roger Federer va prendre sa retraite, en 2018, la Suisse va perdre progressivement son rayonnement international. Le chômage va très fortement augmenter. Et même la victoire de la Coupe Davis par Roger Federer en tant que capitaine en 2029 ne va rien changer. À ce moment-là, la Suisse est en déclin constant et n'arrive plus à résoudre le moindre problème. Le seul moyen d'arriver à s'en sortir est de retrouver son rayonnement d'antan. Et pour cela, il décide de faire appel à Léo Federer, le fils de notre ex-star de tennis. Léo va passer presque 2 ans à essayer de trouver une invention qui permettra à la Suisse de se relever. Il va alors s'inspirer du fixe moustache qui était très utilisé par les hommes dans les années 1900 pour faire friser leur moustache. La classe. Pour inventer le bigoudi. Ce petit objet a pour mission de faire friser le pelage des chiens. Yeah, bitches. Cette invention fut dans un premier temps un échec commercial. Mais un pays en particulier connaît une énorme croissance et voit son nombre de nouveaux riches considérablement augmenter. Ces derniers ont d'ailleurs une très grande passion pour les chiens. Ce pays, c'est le Pérou. Il est donc logique que le bigoudi ait eu un énorme succès là-bas. Grâce au bigoudi, la mode du chien frisé se répandue à une vitesse phénoménale. Au fil des années, l'engouement pour les chiens va continuer d'augmenter et ils vont créer de très nombreux centres de balnéothérapie pour ces derniers. Oh god, it's so good. Et ça ne va pas s'arrêter là, car en 2067, Lorenzo von Matterhorn, propriétaire du très célèbre chien Milou, va lancer une campagne pour répandre les soins luxueux non plus seulement aux chiens, mais à tous les animaux de compagnie. Ces mesures vont faire du Pérou la première destination du tourisme animalier en 2087. Mais plus encore, les Orientaux se plaisent vraiment au Pérou, tellement que beaucoup décident de s'y installer. Ils arrivent donc en masse avec leurs familles, leurs palmiers et leurs chameaux. Mais à partir de 2140, le Pérou fut victime de nombreuses attaques de pirates. Yo ho ho. Malgré des efforts considérables, le Pérou ne put stopper ces multiples assauts. Pris de panique, tous les Orientaux qui s'y étaient installés décidèrent de fuir le pays. Dans la précipitation, ils abandonnèrent leurs chameaux. Don't leave me alone. Ces derniers se réfugièrent dans la nature péruvienne. Le problème, c'est qu'ils étaient nocifs pour la faune et la flore locale. Au bout de 80 ans, les Péruviens se rendirent compte de l'ampleur des dégâts causés par ces animaux abandonnés et décidèrent de résoudre le problème en éliminant tous les chameaux présents sur leur territoire. Les chameaux furent chassés et massacrés. Durant cette période, les chiens ont continué à être chouchoutés, à tel point qu'ils ont eu accès à l'éducation et à l'emploi. Mais, au bout d'un moment, dégoûtés par la barbarie des hommes, ils décidèrent de s'allier aux quelques chameaux restants pour renverser le monde des hommes. Ce qui nous amène à l'événement du grand changement où les chiens et les chameaux prennent le pouvoir au Pérou. Vengeance. Ce sera donc le premier pays à tomber sous le règne animal.
ce qui nous amène à la triste situation que nous connaissons aujourd'hui. En conclusion, le bigoudi est un objet très simple, mais qui a eu des répercussions énormes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Albert Einstein.